Donc peut-être que le plus simple, c'est que je fasse appel à Ludovic. Ah. Philippe. Vous êtes là? Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes ravissante. Merci, Jacques. Ma mère connue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nancy, c'est absolument génial d'être avec vous ce soir. Ce soir, on va pas rester en France, on va aller faire un petit tour en Amérique, du côté de Memphis, avec mon petit Ludo, c'est parti. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant le chauffeur, buvez de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup me jetait des regards un peu fous sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Je viens vers toi, mais pas dans une Rolls blanche. Dans un costume un peu limé aux manches. J'ai le droit de me taire et de fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Pour une fois les flics ont gagné. Vers chez toi je ne fais que passer sur la route de Memphis. 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 Merci Ludovic, n'est-ce pas? Merci infiniment. Eh bien, de l'Amérique, n'est-ce pas, à la Bretagne, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Nous allons, bien sûr, retourner dans notre bonne ville de Paris, n'est-ce pas, où nous nous plaisons tant. Hein? Alors maintenant, nous allons faire un tour, Ludo, aux Champs-Élysées, n'est-ce pas? Allô? Allez, allez. Oui. Je me baladais sur la rue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, il suffisait, n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main, qui
soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, Oh, Champs-Élysées, n'est-ce pas? au soleil, À la pluie, n'est-ce pas, en Bretagne? il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Eh bien, merci. Elle est finie. Merci. C'est vrai que c'est pas facile, ça fait un petit moment qu'on attend derrière. Donc... Eh bien, mes chers amis, je suis extrêmement ravi ce soir de retrouver cette bonne ville de Nancy, dans laquelle je suis souvent venu, non pas pour manger de la tête de veau, mais des bergamotes. Les bergamotes, c'est quand même un petit peu sucré pour moi. Mais néanmoins, j'ai adoré cette belle région Lorraine, terre séculaire de Jeanne d'Arc, proche du général de Gaulle. Et je voulais vous dire également qu'en tant qu'ancien maire de Paris, je voudrais également parler un petit peu des Champs-Élysées, pardon, mais je voudrais parler aussi de la Saint-Jean. N'est-ce pas, mon petit Ludovic? La Saint-Jean, il faut quand même la fêter comme il se doit. À part une petite chanson. Aglou, aglou, aglou. C'est la tête de veau de midi, elle était peut-être un C'est petit bon. peu vinaigrée. Cher Président, on peut y aller. Eh bien, allons-y, mon petit Ludo, on vous écoute. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, au musée. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait glisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Pour parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait glisée, sans volonté, sous ses baisers. C'est là, à Saint-Jean, comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait glisée, sans volonté, sous ses baisers. Merci. Merci Ludovic, une œuvre d'art. Les amants de Saint-Jean. Alors en parlant d'amants, moi j'ai toujours aimé l'amour. Comme vous tous d'ailleurs, il n'y a que l'amour qui vaille. N'est-ce pas, docteur? Ah, je vous le dis. On y arrive, Ludo. Le grand moment, C'est compliqué. certes. Alors je repense à une petite que j'ai connue dans le temps qui s'appelait Claire.
Non, c'est pas toi, Claire. C'était Gabriel. Gabriel. Allez, c'est parti, mon dodo, tu me fais Gabriel. Wow! Wow, Gabriel. Ah, faut prendre la posture déjà. Il faut se mettre comme ça, parce que sinon ça va pas. Wow. Oh! Ça marche aussi avec les jambes. Oh, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Mais je veux t'expliquer qu'ils font le jour et la nuit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Mais 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et moi j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Ouais. Bravo, Johnny. Ah, tu peux danser un peu. Si tu veux. Ah non, 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 je peux pas, je vais te déranger. Ah, qu'il faudrait danser quand même. Ah, on va la finir quand même. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Oh, et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Mais je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Mais je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu me fais? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Mais 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Mais 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire l'amour. Et moi j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Ah, merci beaucoup. Ah, que merci pour lui, merci pour lui. Merci, mon Johnny. Ah, merci à toi, mon ami. Bon, bah, je pense que maintenant, on va peut-être essayer de Décortiquer un peu tout décortiquer un petit peu ce qu'on fait. Si vous le voulez, bien évidemment. Alors, on avait dit qu'on ferait une petite pause explicative sur les voix, comment on fait, comment on procède. Et ben voilà, donc, en fait, après, il y a le stress, il y a plein de choses. On est des amateurs, des petits amateurs. Mais pour réussir à changer notre voix, donc le docteur va peut-être nous aider un petit peu. Par exemple, pour la première chanson que j'ai effectuée, donc pour La Route de Memphis, pour faire Eddie Mitchell, eh ben, je me mets dans un état d'esprit où je suis très très fatigué, où j'ai envie de bailler, comme ça. Donc je fais comme ça. Et après, j'enchaîne les paroles. Ah, j'écoutais le disque jockey. Si on accentue les choses, c'est vraiment chanter en baillant. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à faire Eddie Mitchell, du moins pour ma part. Après, les autres voix, bon, bah, c'est toujours un peu pareil. Pour Joe Dassin, c'est pareil, il faut se mettre un peu dans la peau du personnage, donc on tient sa ceinture, on se laisse pousser un peu les dents, voilà, comme ça, voilà. Voilà, on fait comme ça. Et puis là, on fait « Je me baladais sur l'avenue ». Voilà. C'est comme ça qu'on procède.
Les Amants de Saint-Jean, bon, j'ai tenté de faire Patrick Bruel après. Voilà. Donc c'est pareil, il faut toujours être très content. Voilà. Très content, très souriant, j'aime tout le monde. Voilà, j'aime tout le monde, je suis très très content. Je sais pourquoi elle allait danser. Voilà. Donc, et puis Johnny, Johnny, en fait avant j'étais sur les chantiers, j'étais plâtrier, et mon frère était fan de Johnny, donc il embêtait toute la journée, si bien que mon cerveau a enregistré et qu'au fil du temps je me suis mis à le faire, et c'est une voix qui est assez proche de ma voix naturelle, donc j'ai pas beaucoup à forcer, un petit peu en chantant quand même. Voilà, après Philippe. Enfin, moi, pour Johnny, j'ai un peu plus de mal à le chanter parce que déjà, je suis un gros fumeur. Et ça pose vraiment un problème. Et que je suis fatigué et que j'ai vraiment du mal. Pour la suite, j'arrive à le parler, mais pas à le chanter. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais on essaye quand même de le faire, on fait des essais, on voit, on essaie de demander aux gens si on est crédible ou pas, si ça passe pas, voilà. Et puis on essaye. C'est pour ça qu'on est modestement devant vous ce soir. Voilà, moi j'ai plus de facilité en chantant qu'en parlant. Mon ami Philippe, voilà, ça vient du fond des poumons. On respire, il faut beaucoup fumer. On n'a pas fumé puisqu'on était enfermé derrière, donc c'est interdit de fumer. Alors du coup, c'est un peu plus difficile de faire la voix. C'est vrai qu'on nous a sortis d'une boîte. Pour Chirac, c'est quand même différent. Chirac, il a une voix assez particulière, à la fois assez claire mais assez chaude, comme ça, assez sombre. Donc là, c'est pareil, au niveau de la mimique, au niveau de la voix, on va chercher quelque chose d'assez profond. Hein. N'est-ce pas, mon petit Ludovic? Alors il monte, il descend, et surtout, regarde la toubib. Ah, je sais pas ce qu'il a après la toubib. Excuse-moi, Claire. La petite fille de la toubib. Hein. Donc voilà, ça, on arrive à faire des petites choses comme ça. Un petit peu comme parlait autrefois le président Mitterrand. Hein. Je vous parle depuis la voix lactée. Hein. Voilà. Mais je vous parle, puisqu'on parlait de la voix. Tout à fait. Après, que dire de plus? Quelques petites blagues? Quelques petites Une choses. petite blagounette, n'est-ce pas? Quand on fait Jean-Marie Le Pen, il faut avoir l'air, n'est-ce pas, agressif, n'est-ce pas? Comme un animal, mais pas un animal de compagnie, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui ne sont pas fréquentables. N'est-ce pas? Moi je fais le Pen plus sympathique, n'est-ce pas? J'attire la sympathie, je suis gentil. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de difficultés que mon collègue à faire Jean-Marie. Oui, d'ailleurs, j'ai changé, non pas radicalement d'activité, mais je me suis découvert une passion pour l'ornithologie, n'est-ce pas? Oui, je m'intéresse, mais oui, docteur, oui, n'est-ce pas? Eh bien, je m'intéresse, n'est-ce pas, aux oiseaux, n'est-ce pas, et surtout aux oiseaux migrateurs. Parce que, n'est-ce pas, ils repartent. Je plaisante, évidemment. Hein. Ah, vous êtes gentil, c'est sympa. Merci à vous. Merci à vous. Bon, Philippe, toi tu t'es trouvé une chaise, c'est un peu plus malin que moi. Moi malheureusement je suis... Bah non, mais je voulais mettre la toubib sur mes genoux. Et je me dis devant tout le monde, jamais elle va accepter, et puis à la gosse. Suicidaire, Ludovic. T'as pas pensé à Bernadette. Ah, je sais bien, là, son David et ses pièges jaunes. Mais dès qu'elle peut m'en mettre une petite longueur, autant dire qu'elle se gêne pas. N'est-ce pas, M.O. Tiens, D'ailleurs, tu pourrais venir un petit peu près de moi, M.O. Oui, j'arrive. Et mot, comme celle qui fait le café. Ouais, bah moi je le fais pas le café, je vous le dis. Hein. Eh ben moi je le fais, moi le café. C'est moi John Café. Ah bon? Je suis fatigué, pardon. T'es Je suis fatigué? beaucoup trop fatigué. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? C'est à cause de Mr. Jingle, pardon. Ah bon? Il m'a réveillé toute la nuit, pardon. Que bordel. Alors maintenant je vais m'endormir, pardon. Ah, ouais. C'était John qui a fait la ligne verte. Ah bon, on l'a franchi la ligne verte. Hein? on peut faire un peu les trucs dans le désordre, oui. On fait un peu les trucs dans le désordre. C'est carrément le vrai désordre, hein, mais le désordre total même. Hein. Oui, c'est le désordre total. Bon, on est proche de la Saint-Nicolas, on aurait pu faire un petit truc pour les enfants quand même. Hein, Ah oui, bah tiens,
exemple, on pourrait faire. Tiens, c'est quoi un gros minet? Un gros minet. Par exemple. Un gros minet. On peut faire oui, oui également. Oui, oui. Oui, oui. On va changer du grave à l'aigu. Bonjour, je m'appelle Oui Oui et je vis à Miniville. Je conduis un taxi jaune. Viens avec moi, je vais te présenter tous mes amis. Potiron, c'est mon meilleur ami. Il vit dans une maison champignon. Coucou, petit rond, vas-tu faire de la magie aujourd'hui? Oui, sacripant de petit oui, oui. Moi, j'ai pas de mérite, hein. J'ai une petite fille qui a 13 mois, alors je lui fais tous les soirs. Pas mal de petites choses, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Raymond Barre, peut-être. Raymond Barre. Un petit Picard, Raymond Barre. Un petit peu comme ça, n'est-ce pas? Oui, un petit peu comme ça. Raymond Barre. J'ai beaucoup aimé le microcosme. Ah oui. Le monde microcosmique de Ludovic. Avec le petit oui-oui. Ça me rappelle quelqu'un, mais je ne citerai pas le nom. Ouais, Raymond Barre, oui. Je bise partout. Oh, bah alors là, faut consulter. D'ailleurs, si tu peux reculer un tout petit peu, n'est-ce pas? À cause de l'odeur. On peut rester, oui, dans le monde des enfants. Pour ceux qui connaissent l'âne de Shrek, par exemple. Dans Shrek, il chante. Je vais essayer de vous le faire, mais c'est compliqué après Johnny de repasser à des voix. Il faut que la voix quand même s'adapte, ça prend un certain temps. On va essayer. Shrek. J'ai aussi mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis couché tout seul, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, mais la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Etc. etc. Est-ce que tu peux commenter un petit peu les choses qui sont dites? S'il vous plaît. Au secours, docteur, au secours! Ah bah, je suis tellement en admiration que j'en ai le souffle coupé. Voilà. Voilà. Tu peux pas, ça y est, tu peux la prendre sur tes genoux. Je vais demander à mes potes derrière de couper la lumière, si ça ne vous embête pas. Je pense qu'on va avoir non pas des choses à se dire, mais surtout des choses à faire. Non, mais par trêve de plaisanterie, peut-être par rapport à ce qui était dit tout à l'heure au niveau des trafics, parce qu'on est dans le travestissement, dans... Bah, disons que ce qu'il faut reconnaître pour les imitateurs, c'est que c'est des athlètes de la voix, parce qu'ils sont capables quand même de sortir de leur tessiture première, de leur modalité vocale première, pour aller vers des zones qui sont quand même notamment impressionnantes dans le chant. Hein. Alors quand on s'intéresse un peu à comment ils font, alors ils nous ont dit eux comment ils s'entraînent à le faire, mais je pense qu'il y a une chose dont ils n'ont pas conscience, et c'est en ça qu'ils sont vraiment formidables, c'est qu'à la différence de nous, qui ne sommes que de piètres imitateurs, eux, ils ont des capacités d'observation et de mémorisation qui sont incroyables. Et ça, ils n'en ont pas conscience, et pourtant, si on faisait comme ça une étude tous ensemble et qu'on faisait des exercices très précis, on verrait qu'ils nous surpassent. La première chose sur laquelle ils nous surpassent, c'est le fait qu'ils sont capables d'observer les gens qu'ils imitent, et de repérer tout de suite le niveau de langue, le vocabulaire, les tics de langage, la position du visage. Enfin, quand vous imitez Le Pen, on a l'impression de voir Le Pen. Si je peux me permettre, docteur, un petit commentaire, simplement, c'est que je suis d'accord avec vous, plus ou moins, parce que c'est vrai qu'on observe beaucoup, on écoute, parce qu'on a aussi une oreille, mais il y a vraiment des loupés, des fois. C'est vrai qu'on observe énormément, on a une mémoire auditive, etc., mais des fois, c'est loupé. Par exemple, je vois mon épouse, c'est souvent que j'oublie le pain. Et là, je peux vous dire que je lance la tire-magnole. Enfin, vous voyez, il y a quand même des loupés, il y a quand même des moments où, effectivement, voilà, alors il faut faire des essais, faut revenir. Mais excuse-moi, Jerry, j'y pour rien. Je pense d'arriver facilement à vous faire pardonner, quand même. Bon, on essaye. Bah, c'est-à-dire que les gens qui nous environnent, souvent, vivent avec des personnages différents. C'est ça. On est capable d'arriver dans la chambre le soir en chaussettes, nu en chaussettes. Imaginez un homme nu en chaussettes, c'est terrible. En peignoir. Ça, vraiment, ça fait peur. En peignoir. Et je me demande si tu existes encore. Et là, on peut prendre un personnage, quoi, quand on a abusé un petit peu du Beaujolais. Hein? Oui, t'étais où? Tu sens l'alcool. Et alors, je suis quand même le président. Je fais quand même ce que je veux. Tu vas pas t'y mettre aussi, toi.
Et puis bon, ça part comme ça revient, ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se comme une chanson populaire. Voilà, donc on arrive des fois à se sauver de certaines situations grâce à l'imitation. C'est pas gagné d'avance. Mais enfin, au moins, on essaye quand même. Moi, c'est vrai que quand elle me demande de plier du linge, bon, c'est tout de suite la guerre à la maison. Hein. Bah non, mais tu te fous de moi. T'as surtout envie de plier bagages. Hein. Et oui, c'est vrai que Rambo père et Rambo fils. Oui, le frère Stallone, qui a retrouvé son petit frère, qui s'est encore roulé dans l'herbe. Ouais, viens ici, garde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, maman? Elle te cherche partout. Qu'est-ce que t'as fait? Regarde dans les hôtels. Tu vas encore te faire engueuler. C'est pas de ma faute. Je me suis roulé dans l'herbe. J'avais des taches partout sur moi. J'avais des morceaux de coquelicot. J'en avais partout sur moi. Je n'arrive pas à enlever ce nuage de ma tête. C'est pas de ma faute. Bravo Ludo. Bah, là, on peut peut-être faire un commentaire sur l'utilisation des cordes vocales. Ah oui, bah là c'est typiquement ce qu'on appelle une boîte bande. Hein. C'est-à-dire que là il utilise deux vibrateurs, c'est-à-dire ses cordes vocales et ses bandes ventriculaires pour donner cette espèce de son. Je ne sais pas si on peut le refaire. On peut le faire, bien sûr. Là, voilà, je suis très ému d'être ce soir devant vous. J'ai envie de pleurer un peu. Alors, je ne vais pas mettre les gants de boxe, c'est Paris quand même. Et donc là, si on pouvait, s'il acceptait, mais il ne veut pas, regarder ce qui se passe, on verrait que non seulement ses cordes vocales vibrent, mais ses bandes ventriculaires vibrent aussi. On a deux vibrateurs en même temps. Alors c'est dans le contexte de l'imitation, on reconnaît tout de suite la personne qui parle comme ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Mais je pense, alors je ne sais pas, ça il pourrait peut-être nous répondre, mais nous, de ce qu'on entend, ça donne un geste quand même très forcé. On a vraiment l'impression qu'on transmet le côté forcé de la voix. Il y a beaucoup d'efforts. Alors je ne sais pas si vous, ça vous fait mal. Non, en fait, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Par contre, il y a d'autres choses que je fais avec ma voix qui, là, me font mal. Par exemple, je fais la panthère, je vais vous le faire, par exemple. Là, par contre, ça me fait mal. Donc, je recule un peu le micro aussi, parce que alors l'ingénieur du son n'était pas trop content. Donc. Voilà, là, ça tire sur les cordes vocales. Là, je le sens. Mais par contre, non, quand je fais Stallone ou un autre, en général, non, ça va. Là, je pense que si ça fait mal, c'est parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de double vibrateur. C'est uniquement les cordes vocales qui sont sollicitées. De toute façon, je sens. Et elles sont sollicitées vraiment en force, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont tellement collées l'une contre l'autre qu'elles vibrent vraiment d'une manière forcée. Et toute la force qu'il faut pour la coller, je pense que c'est ça qui fait mal. Ouais, je pense. Après, j'ai jamais vu à l'intérieur. On peut regarder, hein, si vous voulez. J'ai toujours été curieux de voir l'intérieur de mon corps. Je suis très narcissique, si je pouvais. Non, il y a des choses aussi qu'on peut faire, comme je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Hein, c'est un personnage où on essaie d'imiter des personnages publics. Hein. Alors celui-là, c'est ça. Bon, alors Michel, hein, vous prenez un bon petit pharynx, hein, pour pas qu'il soit trop irrité, hein, puis surtout un bon larynx derrière. Hein. Et puis là, on va faire un bon petit plat avec des bonnes petites cordes vocales. Ah Michel, ça c'est bon, c'est une ça. bonne idée, ça. Hein, ça c'est bon, ça. Et puis comme ça, on pourra passer d'un extrême à un autre. Ah, pourquoi tu Voilà, parles comme ça tranquille. maintenant? Bah oui Michel, parce que c'est comme ça la voix. On peut la faire bouger, on peut la moduler. Tu comprends? Oui, Non. oui, je comprends très bien. Non, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends très bien. Bah, oui, c'est oui, oui. formidable. Bah, je suis vachement content que tu comprennes, parce que bien souvent, les gens ne comprennent pas. Ah, tu mon vois. pauvre garçon, faudra que tu viennes me voir. Je t'expliquerai les Mais avec choses. joie, avec joie. Moi, ce que je trouve qui est fabuleux, c'est que dans les différentes imitations, par exemple, quand ils imitent Rambo, comme ils utilisent cette production très particulière, c'est finalement, on se dit, ouais, c'est facile, c'est parce qu'il fait le double vibrateur, les cordes vocales et les bandes. Mais par exemple, quand il passe de l'imitation si je ne me suis pas trompée, de Coff et de Gérard Depardieu, Marcel Coff. en fait, l'utilisation des cordes vocales est quasiment la même. Donc, c'est pas là-dessus que ça joue. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet particulier de timbre. Et en fait, nous, on reconnaît que c'est ces personnages-là parce qu'en fait, ils copient exactement la production vocale. C'est-à-dire les variations de hauteur,
on se rend compte que si on enregistrait les variations de hauteur et qu'on prenait celles de Gérard Depardieu, eh bien, on verrait que sans s'en rendre compte, il les suit parfaitement. Et quand je disais la mémorisation, c'est ça. Il a mémorisé les variations de hauteur et il a mémorisé encore quelque chose dont il se rend, je pense, absolument pas compte, c'est qu'il mémorise les durées d'émission des sons, c'est-à-dire des syllabes. Et ça, il le fait. Et on sait aussi que quand on mesure cette production chez l'imitateur, on se rend compte que quand on superpose la personne imitée avec l'imitateur, eh bien, les durées d'émission sont exactement les mêmes. Ce que nous, on ne sait pas faire. Et c'est ça, c'est en ça que ce sont des athlètes, parce qu'en plus, c'est des athlètes qui s'ignorent. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont performants. Une dame qui lève la main depuis tout à l'heure, qui semblerait une question. Il n'y a pas de micro dans la salle. Donc, question, corde vocale, bande ventriculaire, a-t-elle un lien entre avec la voix de tête et la voix de poitrine, le mécanisme lourd ou léger? Alors, ça, c'est une question qui est un peu piège, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette question. Il y a d'abord donc corde vocale et bande ventriculaire, auxquelles c'est relativement simple de répondre, parce que ce qui détermine la hauteur d'une voix, c'est la vitesse de vibration des cordes vocales, et pas la participation des bandes. Si les bandes participent, elles vont modifier le timbre de la voix, le rendu de la voix, mais pas la hauteur. Ce qui détermine la hauteur, c'est la vibration des cordes vocales. Quand on parle de voix de tête, voix de poitrine, on entre dans un vocabulaire qui déjà là pose problème. Parce que quand on parle de voix de tête et de voix de poitrine, c'est un terme emprunté aux chanteurs. Et c'est un terme qui ne fait pas partie du vocabulaire des physiologistes, d'où se placent plutôt les médecins. En fait. Donc, on est obligé. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait référence à la voix de poitrine ou à la voix de tête, on fait référence à un phénomène de résonance. C'est-à-dire, est-ce que vous allez donner plutôt une couleur sombre à votre voix, donc plutôt une voix de poitrine, avec des résonances qui vont plutôt se faire vers le bas, ou bien est-ce que vous faites plutôt une voix de tête, donc une voix plus claire, plus aiguë, plus posée? Donc ça, c'est la voix de tête et la voix de poitrine, c'est plutôt un problème de registre résonantiel. Où est-ce que vous mettez de l'énergie dans votre voix pour faire ressortir certaines caractéristiques de votre voix? Or, je pense que votre question, elle posait plus le problème de ce qu'on appelle le mécanisme léger ou le mécanisme lourd. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire un son grave, on va utiliser les cordes vocales d'une certaine manière pour qu'elles vibrent lentement. Donc on va les positionner de telle manière à ce qu'elles soient épaisses, pour qu'elles s'accolent vraiment sur une grande épaisseur et pour qu'elles vibrent lentement. Donc ça fait référence à un certain nombre d'actions musculaires. Et par contre, quand on va faire un son aigu, on va faire un son dans ce qu'on appelle le mécanisme 2 ou le mécanisme léger, où cette fois-ci, on va accoler les cordes vocales de telle manière à ce qu'elles ne s'accolent que sur une toute petite partie de la partie haute de leur bord libre. Donc du coup, la vibration va se faire très simplement, très très vite, et on va pouvoir faire des sons très très aigus. Entre le mécanisme lourd et le mécanisme léger, il y a des activités musculaires totalement différentes. Et on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Il n'y a pas, au niveau laryngé, de possibilité de mélanger ces activités musculaires. Elles s'excluent mutuellement. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on est dans le mécanisme lourd, pour faire des sons graves, on va jouer sur la contraction du muscle vocal, le muscle qui est dans la corde vocale. Tant que ce muscle est contracté, vous ne pouvez pas étirer la corde vocale. La contraction de ce muscle empêche l'étirement de la corde vocale. Donc, vous ne pouvez pas passer à ce qu'on appelle des cordes vocales fines. Elles sont forcément épaisses. Et donc, vous allez rester dans le grave de votre voix. Mais dans le grave de la voix, on peut faire des sons très très graves et des sons plus aigus. Mais c'est toujours sur le même mécanisme. Lorsque vous voulez aller plus haut, vous êtes obligé de changer de façon de faire fonctionner vos cordes vocales. Donc, vous allez relâcher le muscle vocal. Et cette fois-ci, la corde vocale va se comporter comme un élastique. Vous allez pouvoir l'étirer grâce à un autre muscle qui est en dehors, qui s'appelle le muscle cricothyroïdien, le muscle du chanteur, qui lui, en se contractant, va tirer sur les cordes vocales. Donc les cordes vocales vont s'allonger, rappelez-vous de mots, quand je lui fais faire des aigus, on tire la corde vocale, et ça on ne peut le faire que si le muscle vocal est relâché. Sinon il s'oppose à l'étirement. Donc sur le plan physiologiste, on est soit dans le mécanisme lourd, soit dans le mécanisme léger. Il n'y a pas de mécanisme intermédiaire. Mais les chanteurs savent passer de manière très lisse de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne l'entend pas forcément acoustiquement. On ne va pas entendre un clic de changement. Pourtant, sur le plan physiologique, il y en a un. Il y a tout à coup une activité musculaire qui se relâche et une autre qui se met en place. Et ça va être justement couvert par les registres résonantiels. C'est-à-dire en fonction de comment vous allez ouvrir votre pharynx, votre cavité buccale, vous allez renforcer certaines fréquences qui vont permettre de lisser l'ensemble.
Donc c'est pour ça que je vous disais que votre question était difficile, parce que quand on parle de voix de tête et de voix de poitrine, on fait référence à un registre, pour moi, physiologiste, résonantiel. Or, pour vous, votre question, c'était sur le plan du fonctionnement des cordes vocales. Donc c'est pour ça que souvent, dans la littérature scientifique, on entend voix de tête et de voix de poitrine. On parlera de mécanisme léger, de mécanisme lourd, mécanisme type 1, mécanisme de type 2. Alors que dans la littérature qui se consacre plus au chant, on parlera de voix de tête et de voix de poitrine. Et notre problème, c'est qu'on s'accorde dès le départ en disant « Attends, quand tu dis voix de tête, de quoi tu parles ?» Parce que sinon, on n'est pas accordé et on ne va pas pouvoir avoir une discussion sur les mêmes éléments. Donc, les bandes ventriculaires ne participent pas à ces mécanismes laryngiques. Après, c'est de l'exercice, quoi. Après, c'est de l'exercice, hein, c'est la voix qui passe du grave à l'aigu. Bon, là, je me suis un peu abîmé, justement, en faisant la panthère. Je voulais le faire qu'à la fin. Bon, j'ai voulu le faire tout de suite. Mais c'est vrai que, par exemple, si on fait Mexico, par exemple, si on fait Mexico, Mexico, Mexico. Donc là, voilà, on passe du grave à l'aigu. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Si vous pouvez le refaire, je vais vous expliquer juste ce qui s'est passé. Vous allez voir, j'espère qu'il va refaire pareil. Hein. Mais il y a eu un phénomène pour répondre à votre question. Il a d'abord commencé par faire dans le mécanisme lourd, avec une voix plutôt de poitrine. Puis il est resté dans le mécanisme lourd et il est passé en voix de tête. Il est resté dans la même production laryngée, mais on a senti un tout petit quelque chose dans son timbre. Et ensuite, secondairement, il est passé dans le mécanisme léger, où il y a eu vraiment une marche d'escalier. Donc là, il mélange en fait mécanisme lourd, voix de tête, voix de poitrine, puis mécanisme léger. Si vous pouvez le refaire, voilà, là ça s'entend bien celui-là. Mexico, Mexico. Vous voyez, au bout d'un moment, la voix déraille, on en perd sa voix. On en perd sa voix. C'est difficile pour moi, j'arrive jamais à chanter par exemple avec ma propre voix. Je ne sais pas chanter avec ma voix. Je suis toujours obligé de la modifier un petit peu, sinon je n'arrive pas à chanter. Bah, c'est peut-être votre voix qui est fluctuante. Très fluctuante, oui, c'est ça. Non, mais je pense que tu as une voix qui est surtout inimitable. Voilà. Même par lui-même. C'est le comble. Exactement. Ouais. Il est victime de sa voix. Oui. Vous avez encore des petites choses ou il y a des gens dans la salle qui veulent essayer d'imiter? Il y a peut-être des compétences dans la salle, des gens qu'on ignore, là, qui sauraient faire quelques petites imitations? Oui? C'est beaucoup des exercices de respiration en fait, c'est tout bête. Avant de rentrer sur scène par exemple, on vide déjà tout l'oxygène qu'on peut avoir dans notre corps, en soufflant bien fort, un peu comme vider un ballon quoi. Pour moi c'était quand même beaucoup plus long, hein. C'est plus de... Ah oui. Et voilà, et après on prend de grandes inspirations. Et après on travaille donc soit avec le vent, soit avec les poumons, donc on peut monter l'oxygène ici, ou alors carrément faire passer l'air derrière la tête. Voilà, là, je suis à fond dans l'oxygène, voilà. Donc c'est après, avec la réserve d'oxygène qu'on obtient, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Mais après, il faut éviter de fumer, il faut éviter de boire, il faut éviter de plein de choses. Donc c'est pour ça que nous sommes que des amateurs, parce que on aime bien fumer, on aime bien boire, on aime bien les bonnes choses, donc c'est difficile. Attendez, on va passer le micro parce que je crois que personne n'entend rien dans la salle. Si tu peux passer le micro Si, je peux. Oui, là, je parlais uniquement, si vous voulez, des personnes qui chantent ou de l'opéra ou du baroque, où il faut vraiment une puissance de voix, une rondeur, etc. Donc comment ils arrivent à acquérir, quel travail font-ils en somme sur leur corde vocale pour arriver à avoir cette capacité très ample. Alors il y a bien sûr il y a l'air bien sûr qu'ils prennent et qu'ils savent rejeter, mais comment arrivent-ils à sentir pour envoyer l'air à tel ou tel endroit, ou comment arrivent-ils à prendre suffisamment d'air, ou comment arrivent-ils à faire en sorte que l'air soit relâché petit à petit, enfin un rythme qui n'est pas forcément le même selon ce qu'ils veulent produire, etc. Comment ils peuvent ressentir tout ça?
Moi, je peux répondre sur le plan technique. C'est l'entraînement, hein, c'est des apprentissages de gestes vocaux, de schémas corporels vocaux. C'est-à-dire qu'à partir d'un objectif qui se fixe, ils vont expérimenter leur corps pour atteindre cet objectif. Et c'est, à mon avis, pas tant au niveau des cordes vocales qu'au niveau des résonateurs. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop appesanti sur la physiologie, mais les résonateurs, bien entendu, servent à colorer le son, mais ils ont une autre fonction qui est très importante, c'est celle de soulager le larynx dans son rôle, c'est-à-dire que le larynx doit à la fois vibrer, mais il doit aussi retenir l'air. Donc en fait, on lui donne 2 ordres contradictoires en permanence. Et il y a une façon de soulager le rôle de sphincter, celui qui sert à retenir l'air, c'est celui d'utiliser les résonateurs dans cet acte-là. C'est-à-dire qu'en positionnant différemment vos résonateurs, vous allez créer une force en retour sur le larynx qui va soulager le larynx dans son rôle de fermeture et qui va libérer la souplesse des cordes vocales. Donc ça c'est un apprentissage. Et donc le chanteur, c'est avant tout lui aussi un athlète de la voix. Mais c'est un athlète qui, comme tous les athlètes, passe des heures et des heures sur une note. C'est-à-dire qu'il y a un travail de découverte et de mémorisation, pas simplement de la note, mais du geste vocal à l'origine de la note. Et tout va être utilisé dans le corps du chanteur, c'est-à-dire sa façon de respirer, à quel souffle il doit prendre, comment il doit inspirer pour faire cette note-là, lui donner cet effet-là, alors qu'à un autre moment, la même note, il faudra lui donner un autre effet. Donc c'est un travail de forçat d'être chanteur, parce que c'est tout un travail du corps, de mémorisation du corps, pour chaque note. Et c'est parfois, les chanteurs nous disent, moi ce que je vois en consultation, c'est des heures de travail pour une note, pour arriver à un rendu, celui qu'il veut lui, celui que le metteur en scène veut, celui que le chef d'orchestre veut. Pour savoir utiliser ces résolateurs, finalement, c'est comme un essai perpétuel pour se rendre compte parce qu'il n'y a pas de méthode en somme pour envoyer l'air. Il y a des méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des chanteurs qui sont devenus experts dans un rendu de voix et qui transmettent ce qu'ils ont découvert, heureusement. Je veux dire, la transmission est fondamentale, que ce soit pour le chant, pour la médecine ou pour n'importe... Quand quelqu'un a découvert quelque chose qui marche, c'est-à-dire, c'est les techniques vocales. Quand on a trouvé que, par exemple, dans certaines méthodes, en élevant le voile du palais, on donnait un rendu particulier à la voix, eh bien, on va le transmettre à ses élèves. Quand on s'est rendu compte que, par exemple, de positionner la tête dans une certaine manière, ça va faciliter l'émission des aigus, par exemple, eh bien, on va le transmettre aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les techniques vocales. Il y a des grandes techniques vocales qui sont transmises. Et puis après, à l'échelle du chanteur lui-même, il faut voir si ça marche ou pas pour lui. Et parfois, le chanteur va mettre en place une technique qui marche pour lui. Et parce que élever le voile du palais, c'est pas si évident, c'est pas comme de tendre la main, si vous voulez. Non, bien sûr. Donc, il faut d'abord prendre conscience de ce que c'est que le voile du palais, le sentir. Donc, c'est développer toute une proprioception autour d'un organe qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser de manière automatique, et de conscientiser tout ça. Et ça passe. On dit classiquement qu'il faut faire 6000 fois un geste pour l'automatiser. Pour qu'il passe de manière automatique, que vous arriviez à le faire sans réfléchir, il faut l'avoir fait 6000 fois avant. C'est un chiffre, ça veut dire c'est un ordre d'idées. Donc les chanteurs sont vraiment des athlètes de la voix, dans le sens où ils doivent s'entraîner. Et si je peux me permettre une petite remarque, je pense que les chanteurs lyriques, la performance, elle est surtout sur la durée. C'est des spectacles qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et là, pour tenir le coup pendant 4 heures, là, c'est là où est vraiment la performance, quoi. Et comme disait le cher docteur, c'est l'entraînement. Entraînement perpétuel. Moi, je travaille ici, ça fait bien longtemps. Et on entend les voix, on discute avec les gens. Et on est toujours très, très étonné de voir des gens qui arrivent à tenir des notes aussi hautes, aussi belles, aussi claires, que ce soit sur du ténor, que ce soit du baryton. Et là, on est quand même surpris. Moi qui fais un petit peu d'imitation comme ça, je me pose toujours la question en me disant, mais comment ils font, comment ils procèdent, parce qu'on a quand même des copains qui viennent, etc. On discute avec eux.
Mais je pense qu'il y a quand même déjà au départ une prédisposition physiologique, probablement. Enfin, je me suis toujours posé cette question. Peut-être que le médecin pourrait me répondre. Parce que j'ai quand même essayé plusieurs fois de chanter un petit peu. Bon, déjà, ça sort pas, ça sort un peu. Mais vite, ça redescend, quoi. C'est vraiment le souffler. Bon, voilà, je suis pas fait pour ça. C'est tout ce que je peux vous faire. C'est malheureusement tout ce que je peux vous faire. Mais il faut être conscient aussi de ces possibilités. Mais il faut reconnaître que quand on les entend travailler pendant des heures, et surtout sur des voix wagnériennes, par exemple, où là il faut monter extrêmement haut, il faut tenir des notes. Puis en plus, c'est des notes, j'ai l'impression que c'est des notes lentes, qui sont très très lentes, donc il faut pouvoir tenir. C'est comme sur un instrument de musique, c'est exactement le même procédé. Voilà. Ouais. Oui. Oui. Donc, on parle quelquefois des voix de chanteurs en parlant de leurs harmoniques. Est-ce que les harmoniques, c'est une question de résonateur au point de vue technique? Et quand les chanteurs, justement, n'ont pas assez d'harmonique dans leur voix, est-ce que c'est qu'ils ont un mauvais prof qui leur donne pas les bonnes techniques vocales, ou est-ce que c'est eux qui ont des impossibilités anatomiques pour donner de l'harmonique à leur voix? Je réponds ? Alors, c'est moi qui réponds. Là, en fait, l'harmonique, je donne une réponse physiologique, hein, et après on adaptera. Lorsque vos cordes vocales se mettent à vibrer, elles fabriquent tout un panel de sons, donc une multitude de sons, que l'on va classer en fonction du fondamental. C'est-à-dire il y a un premier son qui est le plus grave et le plus intense, qui fait que vous allez estimer la hauteur d'une voix. Par exemple, là, en ce moment, je parle, vous allez qualifier ma voix de grave ou d'aigu en fonction de vos habitudes, mais ce que vous allez entendre comme hauteur de ma voix, c'est par le fondamental laryngé. C'est la fréquence la plus grave que je produis en faisant vibrer mes cordes vocales. Mais vous n'entendez pas qu'une fréquence. Dans ma voix, il y a tout un panel de fréquences. Et ces fréquences qu'il y a en plus de ce fondamental s'appellent les harmoniques. Donc, c'est des fréquences qui sont fabriquées par mes cordes vocales. Parmi ces harmoniques, il y en a qui sont importantes, on l'avait dit tout à l'heure avec Maud, c'est celles qui participent à la fabrication des voyelles sur le plan acoustique. Parmi ces harmoniques, il y en a d'autres qui sont très importantes parce qu'elles supportent ce qu'on appelle la portée de la voix. Alors, dans votre question, il y a plusieurs choses, parce que quand vous dites qu'un chanteur n'a pas d'harmonique, est-ce que vous voulez dire c'est un chanteur qui a une voix qui est pauvre finalement, qui n'est pas chaleureuse ou qui n'est pas brillante? Donc c'est un chanteur qui finalement, quand il produit sa voix chantée, n'arrive pas à amplifier suffisamment d'harmonique pour que sa voix nous donne l'impression d'être chaleureuse. Parce que donc, le côté chaleureux d'une voix, c'est quand on arrive à renforcer les harmoniques plutôt graves de notre fourniture laryngée. Une voix qui va plutôt apparaître claire, brillante, parfois métallique, c'est quand on va renforcer les aigus de notre fourniture laryngée. Mais il y a une zone d'harmonique qui est très importante pour les chanteurs, notamment classiques, c'est-à-dire non amplifiés, sans micro. C'est une zone qui assure la portée de la voix. C'est-à-dire que quand vous arrivez à renforcer les fréquences, on va dire en gros autour de 3000 Hz, eh bien votre voix chemine très très loin. C'est-à-dire qu'on va l'entendre. Et souvent, quand on va à l'opéra, encore une fois, on entend les voix alors qu'elles ne sont pas amplifiées et alors que vous êtes séparés de la scène par la fosse de l'orchestre. Et pourtant, vous entendez les voix. Et vous les entendez parce que ces chanteurs arrivent à faire un renforcement fréquentiel particulier qu'on appelle le 4e formant, le singing formant, qui porte la voix. Et par contre, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, vous allez à l'opéra et tout à coup, il y a un chanteur que vous n'entendez pas. Parce que ce jour-là, il a du rhume, ou il a mal quelque part, ou il est stressé, ou eh bien, il n'arrive pas à fabriquer cette fréquence. Et donc, sa voix, si vous étiez à côté de lui, il n'y a pas de problème, vous l'entendrez, mais séparé de la fosse, séparé de lui par la fosse, vous ne l'entendez pas, sa voix ne porte pas. Donc, tout ça, c'est question d'harmonique. Mais ça dépend. Ça dépend, en fait. Alors, est-ce que c'est une question de technique ? Peut-être. Peut-être que le chanteur n'arrive pas à reproduire ce que son professeur lui explique. Peut-être qu'il a un problème au niveau de ses cordes vocales, au niveau de la fourniture laryngée elle-même. Il ne fournit pas assez de fréquences graves ou pas assez de fréquences aiguës. Peut-être que c'est son comportement vocal qui n'est pas adapté. Il est peut-être trop contracté, il n'arrive pas à faire vibrer ses résonateurs. Donc il y a beaucoup d'explications. Ce n'est pas forcément que la faute du professeur.
par rapport à la portée de la voix. Il y a des gens en public qui parlent fort et on ne les entend pas. Et d'autres en public parlent tout doucement et pourtant on les entend au loin. Comment ça se fait cette différence? Est-ce que c'est que tout en parlant doucement, avec les poumons, ils sortent plus de souffle et c'est pour ça qu'on les entend plus loin, ceux qui parlent doucement? Alors, dans la parole, c'est un peu différent parce que ce qui prime dans la parole, c'est la compréhension du message. Et la compréhension du message est portée par les consonnes. Donc, si vous parlez fort, mais que vous prononcez mal les consonnes, on ne comprend pas ce que vous dites. Par contre, si vous parlez lentement, mais que vous appuyez un peu sur les consonnes, ça suffit à votre interlocuteur de vous comprendre, pour vous comprendre. Donc, dans la voix parlée, c'est différent. La voix parlée, on est dans un problème d'objectifs différents. L'objectif, il est linguistique dans la voix parlée. Et il repose essentiellement sur les consonnes. Moi, je pense quand même, pour ajouter un petit quelque chose, que qu'on l'a évoqué, mais c'est vraiment la détente aussi, le lâcher prise qui est important. Parce que, par exemple, si je fais « Alors, vous m'entendez ?» Moi, j'ai l'impression de gueuler, effectivement, mais là, je me fais mal aux cordes vocales, alors que je pourrais faire exactement la même chose avec des cordes vocales souples. Alors, vous m'entendez ? Ouais. Alors, vous m'entendez, en ouvrant énormément les résonateurs, en essayant de donner beaucoup de place à la voix pour que cette voix puisse habiller l'ensemble des résonateurs. Et comme tu disais tout à l'heure, si les cordes vocales sont tendues, on ne peut plus rien faire parce qu'on bloque aussi le mécanisme de bascule laryngée. On ne peut pas monter dans l'aigu, on ne peut pas descendre dans le grave. Et il y a aussi, on n'en a pas eu le temps d'en parler parce qu'on n'a pas le temps, dans si peu de temps, de dire tout, mais il y a aussi la position du larynx, c'est-à-dire si on veut monter dans les aigus, si on met déjà le larynx complètement en haut, parce que c'est un peu l'idée qu'on a. Là, si on parle aigu comme ça, là, je passe en mécanisme léger, puis je parle en voix de tête comme ça, hein, comment on dit? Là, si je monte mon larynx trop haut, je vais vite être coincée, et puis ça va faire une voix comme ça. C'est déjà que l'autre, elle n'est pas terrible. Donc si je veux monter, il faut que j'ajuste mon larynx à une hauteur qui me permet de pouvoir monter après. Et pour ça, il faut que j'accepte de le faire et que je sois suffisamment détendu pour le faire. Et de même manière que quand je veux descendre dans le grave, c'est pas non plus en appuyant comme un dingue sur le larynx, c'est en laissant les choses se faire. Donc toutes les questions qui portaient sur les techniques de voix lyrique, je pense que effectivement il y a des techniques qui existent, mais la grosse difficulté dans le cours de chant, quand on essaie de prendre des cours de chant, c'est déjà de savoir si la personne veut chanter, si elle a envie de chanter, si elle a vraiment un désir profond de faire ce type de travail qui effectivement est très coûteux. C'est très coûteux en lâcher prise, en arrêtant de vouloir montrer qu'on est le meilleur, du moins au départ. Il faut vraiment laisser les choses se faire, donc apprendre aussi à accepter de respirer calmement. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont importantes. Et aussi, quand la fourniture laryngée, quand il n'y a pas d'harmonique, ça peut être aussi des voix blanches. Au clair de la lune, mon ami Pierre. Après, on peut faire au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Qu'est-ce que je fais simplement? Elle est morte, je n'ai plus de feu. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose aussi pour que la voix elle puisse sortir. Donc j'accepte de lâcher prise, de faire un certain nombre de choses et de donner cette voix. Quelqu'un disait l'autre jour que finalement, entendre chanter quelqu'un, c'est un peu le voir tout nu d'une certaine manière, parce qu'on lâche tellement de choses quand on fait ça que il faut déjà accepter de se montrer dans cette dimension-là. Donc je pense qu'il y a aussi tous ces éléments-là qui jouent. Et pour les harmoniques, c'est vrai que plus vous êtes coincés comme ça, moins il va y avoir d'harmoniques. C'est sûr que si je pars comme ça, c'est sûr que les harmoniques... Puis si je m'amuse à chanter comme ça, les harmoniques, il n'y en aura pas. Au clair de la lune. Il n'y a pas d'harmonique. Tout à fait. Tout est dans la suite. Mais je pense que vraiment... Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ouais, t'as pleuré, mais c'est moche ce que tu fais en chantant quand même. Faut bien le dire. Moi, je te propose qu'on entende Ouais. avant de se... Avant de se quitter, parce qu'il va falloir qu'on se quitte bientôt. Et on pourrait chanter une petite chanson au docteur. Tu veux chanter une chanson au docteur? Ouais, j'imite pas les voix de femmes, mais je pense que je pourrais lui chanter. Oui, tu veux lui chanter une chanson? Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Je plaisante.
Ça va bientôt être censuré, hein? Oui, absolument. Ouais. Mais il faut lâcher un peu les chevaux. Ludo, il voudrait chanter La mer. La mer. La mer. Ah oui, Charles Trenet. N'oublie pas les yeux, hein? Oui. Les yeux. Eh, les enfants. On va essayer. Si, on vous entend bien. La mer. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs boutons avec les anges qui burent la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Est une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la nuit. Le long des golfes clairs, avec les anges qui burent la mer, bergère d'azur infinie. À défaut d'avoir le docteur, il m'aura moins. On n'a pas tout perdu. Eh bien, merci. Hein. Merci à tous. Surtout, merci de votre indulgence et de votre gentillesse. Bah oui, c'est... Parce qu'on peut dire que c'est un peu de l'impro, hein? Oui, c'est de l'impro, oui, effectivement. Il m'a prévenu il y a 10 jours. Merci, mon grand. Comment ça? Tu l'as prévenu qu'il y a 10 jours, depuis le temps que je te le disais? Je lui ai rappelé il y a 10 jours qu'il y avait 6 mois que je vous en parlais. D'accord. C'est bon pour toi? Oui, on verra ça tout à l'heure. Hors scène. J'ai même pas peur, arrête de menacer. Je me demandais si on pouvait chanter la salle. Ça serait peut-être bien. Je voyais déjà quelqu'un qui voulait danser, une nommée Josette. Oui. Donc peut-être vous avez envie de, peut-être avant qu'on se quitte, vous avez quelque chose à nous proposer, un truc facile. Eh ben pour rester dans les, on va dire, essayer de gagner un peu de gaieté, on va faire la balade des gens heureux. Ouais, on fait la balade des gens heureux. Le début est difficile. Faut me suivre. C'est bon? Vous êtes prêts? Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, mais tu dis quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste
triste pour ta première page. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. Tu peux chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends un peu, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, couleur flambeur ou gentil petit vieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux.